Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui m'a étonné lorsque j'ai travaillé en tant que professeur des écoles et des primaires au Japon. Je trouve que le concept ici au Japon est complètement différent du système éducatif qu'on a en France et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de voir vraiment la différence qu'il y a entre ces deux concepts-là. En plus, je pense que ça peut mieux aider à comprendre certains aspects de la société japonaise parce que c'est vrai que ce qu'on voit à l'école, c'est ce qui est un petit peu reflété dans la société japonaise actuelle justement. C'est pour ça que je me suis dit que ça peut être un sujet très passionnant de pouvoir en savoir plus sur ce sujet-ci. Je vais l'aborder en 4 points, cette vidéo-là. Et donc c'est ces 4 points-là qui m'ont été le plus choquants, étonnants dans cette façon de faire à la japonaise, quoi. Premier point, j'avais remarqué qu'un professeur référent, il va absolument s'occuper de tout. Vraiment quand je dis tout, c'est tout pour l'enfant de la vie scolaire qu'il a. Vraiment être, ce qui est assez surprenant, de la vie étudiante de l'élève. Ça peut être les gestions de finances, c'est-à-dire pour récupérer l'argent pour la cantine, c'est ce professeur-là qui s'en occupe. Que ce soit aussi la vie en dehors de l'école, il va aller faire des visites chez les parents. Je pense que ça se voit aussi des fois dans les animés mangas. C'est le professeur qui va aller voir les parents directement chez eux pour essayer de voir comment est la maison, comment vit l'enfant. Il doit vraiment avoir beaucoup d'informations sur l'enfant, enfin un maximum d'informations. En plus de ça, ce qui est très étonnant, c'est qu'imaginons l'enfant ait un petit souci en dehors de l'école, que ce soit par exemple dans un combini ou ce genre de choses, les propriétaires du combini, plutôt que d'appeler les parents, ils vont d'abord appeler l'école, et donc ce professeur en question. Et donc moi je trouve ça assez fou, quoi, que ce soit vraiment lui qui ait la responsabilité totale de l'enfant. C'est un peu comme un deuxième parent pour l'enfant. Sauf que là, c'est un professeur et il a genre 30 enfants dans sa classe. Donc il est un deuxième parent pour 30 enfants. C'était assez fou. Deuxième point, les élèves doivent se gérer par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, dans une classe, si la classe est un petit peu bruyante, ça va pas être beaucoup le professeur qui va dire « chut, taisez-vous » et ainsi de suite. C'est les élèves qui vont dire aux autres élèves. Et le professeur, il est là en train de regarder, il est en train d'attendre que l'autre élève dise « tu dis pas chut ?» C'est un peu ça. Et donc voilà, il ne dira pas clairement « ouais, taisez-vous, c'est trop bruyant », ainsi de suite. Donc moi, je trouve ça assez fou, quoi. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Notamment aussi, un autre truc qui m'avait étonné, c'était pendant les heures de nettoyage. Il y a certains élèves qui sont assez turbulents. Je me souviens bien de celui-là. Le gars, il aimait bien passer le balai, mais en fait, il aimait pas trop le balai. Donc, il aimait beaucoup les arts martiaux. Il adorait faire le kendo. Et donc, il arrêtait pas de faire le kendo avec son balai. Et donc, normalement, le professeur qui devait s'occuper de l'enfant, il le regardait de loin. Il devait l'arrêter, mais plutôt que ce soit le professeur qui l'arrête, c'était son camarade à côté. C'était une fille, d'ailleurs, qui avait une grosse voix. Et elle arrêtait pas de le dire, mais arrête tes conneries, tu vois. Et il s'est calmé assez naturellement. Donc moi ça m'a assez étonné, quoi. Là que ça devient intéressant, en gros, l'idée de faire ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait l'enfant doit comprendre par lui-même et se corriger, s'auto-corriger. Et donc pour pouvoir faire en sorte que les enfants s'auto-corrigent, ils ont appliqué ce système-là d'éducation dans lequel où les professeurs, bon, certes, ils vont guider un petit peu les enfants, ils vont juste leur donner une espèce de outline, mais ensuite, vraiment, ce qui va être à faire, c'est par les enfants, par eux-mêmes. Donc, à l'opposé, ça veut aussi dire que, forcément, il y a un point positif et un point négatif. Vous pouvez tomber sur des classes, mais c'est le bordel comme pas possible. C'est le gros bordel. Je suis tombé dans des classes, c'est un bordel comme pas possible, et on voit le professeur qui est là, qui dit, alors, les élèves, vous faites la police ou quoi? C'est un peu ça. Alors, le troisième point de cette liste-là, c'est comment sont les règles de bien-être en vie scolaire. Il y a ce qu'on appelle les Gakkyū Incho. Ce sont ceux qui s'occupent de vraiment la vie scolaire après les cours. Une fois que les cours sont finis,
ce sont ces élèves-là qui vont venir dire voilà, cette journée-là, il s'est passé ci, il y a eu ce genre d'accident. Et par eux-mêmes, ils doivent gérer la discipline de la classe pour pas que ça ait lieu le jour d'après. Donc avant de dire au revoir, une fois que le dernier cours est fini, il y a un cours en plus qui est un cours type, moi ce que j'appelle le cours bilan de la journée. Et j'ai le terme exact, c'est Owari no Kai ou Homeroom Time. C'est ça, le Homeroom Time. Et ça sert à ça en fait, ça sert justement à faire le bilan de la journée et faire en sorte que les élèves entre eux-mêmes, ils s'auto-corrigent, ils aient un petit peu le temps de pouvoir s'auto-critiquer, limite, c'est ça. Hein. Ils se critiquent et ils disent bon demain on essaiera d'éviter de faire ce genre de conneries. Et c'est aussi comme ça aussi que certains enfants vont aller voir des fois les professeurs si les problèmes un peu plus graves, par exemple ça peut être un problème de famille qu'un enfant peut avoir et qu'il n'a pas envie d'en parler. Là à ce moment-là c'est quand même le professeur qui reprend la relève par rapport à ce genre de sujet un peu plus délicat. Est-ce que tu t'en souviens quelques exemples? J'ai un exemple, il y avait un cours d'anglais qu'on avait vraiment fait à l'arrache comme pas possible, qui ont commencé à un petit peu dormir pendant le cours d'anglais parce que le professeur il était un petit peu, il était pas très passionné on va dire. donc c'est vrai qu'à la fin, pendant ce Owari no Kai, il disait oui, on va essayer de un peu plus écouter le professeur lors de cours en anglais et éviter de dormir pendant le cours. Et voilà, bon, ils se le disent. Après, est-ce qu'ils le corrigent vraiment le jour d'après? Ça, je pense pas. Mais je pense que c'est déjà ça de fait. C'est une étape en plus de se dire, voilà, ils appellent ça Hansei. Mais donc c'est ça, c'est un peu ça le système de l'école japonaise. Et c'est pour ça que c'est plus important pour les enfants d'apprendre vraiment la vie en société, comment vivre avec ses camarades, plutôt que d'apprendre vraiment la matière en question, plutôt que d'apprendre, je sais pas moi, le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès, quoi. Ça encore, ce sont des choses qui se font après l'école, pendant qu'ils font leurs devoirs. Tu es entré dans le quatrième. Donc quatrième point, alors bon, ce qui s'est passé c'est que dans la fin du troisième point, je pense que j'ai déjà abordé le quatrième point, sans faire attention, mais bon, on va quand même le réexpliquer ce quatrième point là, hein, qui est de, bon attendez, je regarde mes petites notes, voilà, hein, c'est ça, l'école ne sert pas uniquement à apprendre les cours, loin de là, vraiment loin de là, hein, les théorèmes de Pythagore, Thalès, d'accord, ok, et le professeur va l'expliquer vite fait, partant les enfants ils vont regarder, écouter, vraiment ça aussi vite fait. Mais là où ils vont vraiment apprendre, de ce que j'ai cru comprendre, c'est après que les cours soient finis, vraiment quand ils vont faire leurs exercices, leurs devoirs. Ça c'était assez cool aussi, dans tous les collèges là où je suis allé. C'est que comme les professeurs ils sont toujours dans l'école, les enfants, une fois qu'ils ont fini les cours, il y a ce qu'on appelle les heures de club. C'est vraiment là où en plus, c'est ça qui moi aussi m'avait vachement étonné. C'est-à-dire que bon, chaque heure, ils ont, c'est 45 minutes par cours. Mais quand ça arrive les clubs, c'est genre 2 heures, 3 heures, voilà, ce sont des gros sets d'heures qu'ils ont pour pouvoir vraiment profiter de leur club, soit sportif ou des activités un peu plus culturelles, voilà. Et ce qui se passe, c'est que même pendant ces heures-là, moi, ce qu'il m'arrivait souvent de faire, c'est d'aller faire un petit coucou aux enfants. Et des fois, il y en a certains qui étudiaient leurs devoirs à ce moment-là. Et c'est assez normal que les élèves viennent demander au professeur « Ouais, en fait, j'ai pas compris ce point-là, est-ce que vous pouvez me le réexpliquer ?» Mais à ce moment-là, quoi, ils sont présents. Et comme ils sont présents, les élèves peuvent toujours venir leur poser des questions. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir cette relation un peu plus proche, j'ai trouvé, professeur-élève. Et c'est pas plus désagréable que ça au final. C'est vrai que quand j'étais en France, on me disait non, c'est bien de garder une certaine distance. Je pense qu'ils l'ont encore, hein. Ils ont la distance ici aussi, mais c'est vrai que ça permet vraiment de donner une certaine aura de confiance vis-à-vis des élèves comme vis-à-vis des professeurs. Donc c'est une école de vie et c'est pour ça qu'il est très important de se faire des amis dès le début. Et donc ce qui va être très très important, je pense que c'est pas dit directement, on dit que voilà, il faut se faire des amis dès la rentrée, quoi. Il faut absolument se trouver des amis pour pouvoir faire en sorte d'être en groupe. Et c'est grâce à ces groupes-là, où voilà, peut-être parce que lui il a un peu moins bien compris le cours, il va être aidé par son ami, et aussi pour toutes les autres choses de la vie scolaire qu'ils ont à faire. Que ce soit par exemple pour
manger dans la cantine. En fait, la cantine, c'est assez spécial ça aussi. Ils mangent dans les salles de cours. En gros, c'est pas nous qui allons dans la cantine, les élèves qui vont dans la cantine, c'est la cantine qui vient vers les élèves, c'est un peu ça. En plus, c'est les élèves qui se préparent des distributions. Ouais. Alors, quand on va dans les primaires pour la plupart du temps, moins dans les collèges, mais dans les primaires, ça va être vraiment les élèves qui vont s'occuper de tout ce qui va être de distribuer la nourriture. Hein, vraiment, ils vont faire ce travail-là, de donner la nourriture aux autres enfants. Donc, c'est vraiment entre eux que ça se passe. Et souvent, le professeur est derrière, en train de juste checker si tout se passe bien. Voilà, qu'il n'y a pas d'accident, etc. Bon, quand il y a un accident, là, c'est vrai qu'il va intervenir. Hein. Imaginons, ils ont fait tomber un verre, ça s'est éclaté. Bon, là, il va quand même intervenir pour essayer de faire en sorte que personne ne se blesse. Mais sinon, c'est vrai que c'est aux élèves de se gérer. Pour conclure cette vidéo, que dans la vie japonaise, ce qui est important, c'est cette ambiance de groupe. Hein, on le voit très bien, hein, les enfants ils se mettent vraiment en groupe pour pouvoir s'auto-gérer, faire ce qu'ils ont à faire. C'est très important de leur apprendre, de leur inculquer comment s'auto-gérer pour que justement quand ils sont plus grands dans la société, ils puissent vraiment travailler en groupe. Et ce qui est assez intéressant, hein, c'est que c'est tellement poussé à l'extrême, ce truc-là, que même pour des petites choses, des fois, on se dit non, franchement, ça le fait pas. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Quand nous, professeurs d'anglais, on interroge un élève, mais imaginons même si l'élève il est super fort en anglais, il va quand même penser groupe. Si lui, il est fort en anglais et que son camarade n'est pas très fort en anglais, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une espèce de différence de niveau. Donc, si j'arrive et je pose la question à un élève qui est fort en anglais, je dis ouais bon par exemple est-ce que tu peux me dire what's your name, tu vois, dis-moi c'est quoi ton nom, vas-y balance ton blaze. Et bah plutôt que me répondre directement à moi en disant bah ouais my name is Yamataro par exemple, il va se tourner vers son camarade et il va dire attends comment on dit ça, ouais c'est Yamataro hein, c'est ça hein, il va le dire en japonais hein. Donc my name is, et ensuite il va me regarder et il va dire my name is Yamatoro. C'est parce qu'il n'aura pas le... C'est pas une question de courage, mais c'est d'abord une question de respect de voilà. Il doit d'abord en parler avec son camarade avant de me parler à moi. C'est plus ça en fait. Alors qu'il est capable, hein, le gars, il sait dire my name is, il a souvent des super niveaux. Je suis tombé sur des enfants qui ont des super niveaux d'anglais, mais quand c'est en man to man, one-one, non, il n'y a plus personne. D'abord son camarade, et ensuite le professeur, l'étranger, enfin, l'expert, comme on les appelle ici. Enfin voilà, bon, tout ça pour vous dire, hein, c'était vraiment un exemple un petit peu extrême, mais c'est comme ça que ça se passe et c'est vrai que c'est très important et on voit aussi très bien dans la société japonaise que vraiment tout fonctionne en groupe. Bon, il y a des points positifs à ça, hein, mais aussi des points qui fait que bon, bah, des fois on se dit, ouais, bon, pour être un peu plus logique quoi, sur certains terrains, sur certaines choses. Et donc voilà, on arrive en cette fin de vidéo. Hein. N'oubliez pas, hein, si vous avez bien aimé ce genre de contenu, si vous voulez que je parle de choses un peu plus poussées, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un like et en commentant. Hein, et surtout n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, parce que ça peut toujours aider plus d'une personne à comprendre un peu plus qu'est-ce que cette société très différente de celle qu'on a en France. Passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.